Cela faisait des semaines que des signaux étranges remontaient des services de renseignement burkinabais. Un homme, passé entre les mailles du filet diplomatique, avait été localisé dans la zone de Pau, proche de la frontière avec le Ghana. Son profil restait flou, aucun passeport réel, plusieurs identités numériques et surtout, un passé lié à des réseaux militaires américains. Une cellule secrète de l'Africom, dissimulée sous une couverture humanitaire, semblait opérer dans l'ombre. Le président avait ordonné qu'on n'alerte aucune puissance étrangère. Pas même les alliés africains proches. L'opération, baptisée « Tigre silencieux », devait se dérouler sans bavure, sans fuite, sans trace. À quelques kilomètres de leur objectif, un informateur de terrain, un ancien militaire reconverti en paysan, remit à l'un des agents une mallette contenant des documents récupérés dans une planque abandonnée. Dedans, des cartes, des plans, et un nom, Colonel Patrick Morris. Ancien du corps des opérations clandestines de l'Africom, spécialisé dans la déstabilisation silencieuse, l'homme avait opéré en Libye, en Somalie, et au Niger avant de disparaître des radars. La simple mention de son nom glaça le sang de certains officiers présents. Ibrahim Traoré, lui, resta de marbre. Si c'est lui, il ne doit pas sortir vivant d'Afrique sans qu'on l'ait interrogé. À 4h43 du matin, la maison de brousse où se terrait l'homme fut encerclée. Une opération chirurgicale, menée par des unités spéciales burkinabais formées à la guerre asymétrique, fut lancée. En moins de 8 minutes, tout était terminé. 3 gardes abattus. Un ordinateur portable récupéré. Et un homme, ligoté, silencieux, les yeux fixés sur Traoré comme s'il le reconnaissait. L'homme ne parla pas tout de suite. On le transféra dans une cellule souterraine d'un site sécurisé de Koudougou. Là, entre murs épais et lumière tamisée, commença un interrogatoire hors norme. Le colonel Morris, malgré ses traits vieillis, imposait encore par sa prestance. Il ne nia pas son identité. Mieux encore, il avoua rapidement. « Je suis ici pour éviter que vous ne deveniez un exemple. Vous faites peur, Traoré. À Washington, vous êtes considéré comme un virus idéologique. Vous donnez des idées à trop de gens. » Le silence qui suivit fut pesant. Puis, lentement, le président répondit. « Alors vous avez échoué. Et maintenant, vous allez me dire comment vous comptiez nous faire tomber. » Ce fut le début d'une confession effrayante. Le colonel parla d'un plan à plusieurs niveaux. D'abord, infiltrer les appareils sécuritaires burkinabais avec des agents dormants. Ensuite, provoquer des tensions internes entre les forces armées. Puis, par le biais de certains leaders communautaires rachetés, créer une insurrection civile, spontanée, contre la junte. Le tout, avec l'appui indirect de médias étrangers qui relayeraient le chaos sous l'angle de la répression. Enfin, une proposition de médiation occidentale serait faite, avec l'exigence d'un retour à un ordre démocratique, normalisé, comprendre, contrôler. Traoré prit des notes, chaque mot gravé dans sa mémoire. Il savait que ce n'était pas un simple espion qu'ils avaient arrêté. C'était le déclencheur d'une tempête qui, si elle n'était pas exposée, engloutirait tout l'Ouest africain. Il convoqua un cercle restreint de conseillers. Le dossier devait être traité en silence mais avec une stratégie offensive. Car cette fois, il ne s'agissait pas que de défendre le Burkina Faso. Il s'agissait de dévoiler un réseau continental. Un système tentaculaire. Dans les jours qui suivirent, les documents extraits du disque dur du colonel révélèrent une cartographie glaçante. Des plans d'opération en Côte d'Ivoire, des contacts actifs au Sénégal, au Nigeria, et même dans certains cercles politiques de l'Union africaine. L'Africom n'opérait pas uniquement à travers les bases officielles connues. Elle était partout, par l'argent, par les technologies de surveillance, par les pressions sur les leaders politiques réticents. Mais Ibrahim Traoré n'avait pas l'intention de pleurnicher ni de se victimiser. Il ordonna la création d'une coalition discrète avec certains chefs d'État africains partageant sa vision. Des contacts furent établis avec l'Éthiopie, la Guinée, le Mali et même l'Algérie. Tous avaient un point commun, une volonté de souveraineté, une fatigue des tutelles étrangères, et une peur grandissante d'une recolonisation déguisée. La nuit tombait quand Traoré retourna voir le colonel. Cette fois, il était seul. Il s'assit en face de lui, posa un dictaphone et déclara « Tu vas parler. Pas parce que je te menace. Mais parce que tu sais que l'histoire t'écoutera. Ce que vous avez fait ne doit plus jamais se répéter sur cette terre. » Le colonel Maurice baissa les yeux, puis leva lentement la tête. « Très bien. Mais je veux te raconter comment tout a commencé. Et pourquoi je crois que vous n'avez encore rien vu. »
Traoré ne détourna pas le regard. Le chapitre suivant de cette guerre invisible allait s'écrire, et le monde allait enfin découvrir ce que l'ombre de l'Africom avait tenté de faire au continent africain. L'interrogatoire du colonel Maurice, initialement mené dans la discrétion feutrée d'un centre sécurisé, avait révélé bien plus qu'un simple plan d'infiltration. Ce que l'ancien officier de l'Africom avait commencé à exposer, dans une voix calme mais acérée, dépassait tout ce que le président burkinabé et son cercle rapproché avaient anticipé. Ce n'était pas seulement une opération contre le Burkina Faso. C'était une stratégie pancontinentale, un échiquier d'intérêts où chaque coup préparait un effondrement. Et l'Afrique, selon les mots de Maurice lui-même, était à deux doigts de perdre la partie sans s'en rendre compte. Dans les jours qui suivirent, Traoré prit une décision qui allait changer le cours du jeu. Il convoqua, dans le plus grand secret, une rencontre nocturne à Gaoua, loin des regards de Ouagadougou. Présents, des représentants militaires du Mali, du Niger, de la Guinée, de la Centrafrique, ainsi qu'un émissaire venu d'Algérie. Tous étaient sous haute protection, dissimulés, comme des fantômes venus se consulter dans les replis de la nuit. Autour d'une carte géopolitique projetée sur un vieux mur de caserne, Traoré exposa les preuves, relevés téléphoniques, échanges codés interceptés, photos satellites, extraits des aveux du colonel. Le silence dans la pièce fut total, pesant comme le plomb. Puis le chef d'état-major malien murmura « Si ce qu'il dit est vrai, il nous considère comme une menace plus grande qu'Al-Qaïda. » Traoré acquiesça. Parce que nous inspirons. Parce que nous refusons. Parce que nous échappons à leurs calculs. Il présenta alors un plan. Non pas une simple riposte, mais une contre-offensive stratégique. Créer un front de souveraineté africaine, un axe de résistance active aux interférences étrangères. Chaque pays présent serait responsable d'une branche, le Mali pour la défense militaire, la Guinée pour l'énergie, le Niger pour la coordination des ressources stratégiques, le Burkina pour l'intelligence et les opérations discrètes. Ils décidèrent de l'appeler l'Initiative ouest-africaine de libération, IOAL. Rien d'officiel, rien de public. Mais déjà, dans les couloirs de l'ombre, un continent commençait à se dresser. Un soir, dans une pièce obscure du palais présidentiel, Traoré reçut un appel sécurisé depuis Johannesburg. Un conseiller proche du président sud-africain avait eu vent des opérations. Il félicita Traoré et lui proposa une collaboration discrète. L'ANC sait ce que vous vivez. L'Afrique du Sud a aussi connu les coups tordus. Dites-nous comment aider. C'était un signal fort. Les lignes bougeaient. Et le message devenait clair. L'Afrique n'était plus aussi fragmentée qu'il le croyait. Mais tout n'était pas gagné. Une nuit, un drone de surveillance américain fut intercepté dans l'espace aérien burkinabé. L'appareil, équipé de caméras thermiques, ne répondait à aucun transpondeur officiel. Ordre fut donné de l'abattre. Ce fut fait. Le lendemain, un communiqué de l'ambassade des États-Unis évoqua un « accident technique ». Traoré ne répondit pas. Il savait contester ses limites. Dans ce bras de fer silencieux, chaque décision comptait. Et pourtant, malgré les pressions croissantes, Ibrahim Traoré tenait bon. Il savait que la troisième phase du plan approchait, celle où il allait devoir révéler publiquement ce qu'il avait découvert, risquant de choquer le monde entier, ou de déclencher une guerre ouverte de l'information. Dans la cellule, le colonel Maurice sentait que ses jours étaient comptés. Il demanda une dernière faveur, un papier, un stylo. Lorsqu'on lui apporta, il écrivit une phrase étrange, destinée à Traoré. Le continent que vous défendez n'est pas encore né. Mais si vous continuez, vous risquez de l'enfanter. Soyez prêt au chaos avant la naissance. Traoré lut cette phrase sans un mot. Il rangea le papier dans un dossier classé, referma la mallette et dit à ses conseillers « Préparez-vous. Le moment est venu d'affronter la vérité à la lumière du monde. » Pendant ce temps, le colonel Maurice continua de parler. De ses propres mots, il avoua avoir opéré au nom d'une cellule ultra-confidentielle surnommée Orchidée Noire, intégrée à l'Africom mais répondant à des ordres bien plus obscurs que ceux des généraux américains. Selon lui, cette cellule était dirigée non pas par le Pentagone, mais par un groupement d'intérêts privés mêlant multinationales, anciens diplomates et think tanks néocoloniaux. Le but ? Créer un environnement d'instabilité contrôlée, forcer les pays africains à dépendre militairement et économiquement de l'Occident, tout en maintenant l'accès aux matières premières sans aucune opposition. Traoré enregistra tout. Mot par mot. Chaque détail. Puis, il fit discrètement transférer l'homme dans un autre lieu tenu secret,
pour éviter toute tentative de récupération ou d'élimination. Mais l'information, elle, commença à circuler sous forme de rumeurs. Dans certains cercles panafricains, des murmures évoquaient la capture d'un « homme de l'ombre » venu saboter le réveil africain. Des journalistes d'investigation basés à Bamako, Conakry et Luanda commencèrent à poser des questions. En France, un député d'opposition demanda une clarification sur l'implication de son pays dans les opérations spéciales de l'Africom. À Washington, un silence embarrassé s'installa. Au même moment, Ibrahim Traoré décida de passer à l'offensive sur un autre front, les esprits. Il chargea une équipe d'intellectuels africains de produire une série de rapports, sous anonymat, retraçant l'historique des interventions étrangères sur le continent depuis 1960. Le but ? Créer un choc documentaire. Réveiller les consciences. Et dans le même temps, préparer une diffusion fragmentée de certaines révélations contenues dans les aveux de Maurice. L'idée n'était pas de tout dire d'un coup, mais d'exposer petit à petit, de manière stratégique, les preuves de l'ingérence occidentale dans les affaires africaines. Le jour que redoutait Washington arriva plus vite que prévu. Ce matin-là, dans une salle comble du palais de Kosiam, Ibrahim Traoré apparut devant la presse nationale et internationale, vêtu de son treillis habituel. Mais cette fois, son regard était plus dur que jamais. À ses côtés, un écran géant. Devant lui, une série de dossiers marqués « confidentiels » et une clé USB noire. Aucun mot superflu. Aucune introduction. Il alla droit au but. Ce que vous allez entendre aujourd'hui changera peut-être votre vision de l'Afrique. Ou bien renforcera ce que vous avez toujours soupçonné, que nos pays ne sont pas pauvres par hasard. Ils sont attaqués, divisés, surveillés, trahis, depuis longtemps. Et alors, pièce par pièce, il déroula la machination. Enregistrement audio du colonel Maurice parlant de la cellule Orchidée Noire. Carte des bases militaires secrètes installées dans des zones prétendument neutres. Photographie de réunions à huis clos entre officiers étrangers et certains leaders africains corrompus. Échange de courriels interceptés évoquant des « actions ciblées » contre les chefs d'État panafricains. La salle devint glaciale. Des journalistes restaient figés, d'autres se levaient, filmant frénétiquement. Certains diplomates présents tentaient discrètement de sortir, mais les portes étaient fermées. Traoré ne s'arrêta pas. Il cita les noms, les dates, les plans. Il déclara que l'homme capturé, le colonel Maurice, avait confirmé l'existence d'une guerre de l'ombre contre tout projet africain d'indépendance réelle. Ce n'est pas du complotisme. C'est du réalisme. C'est ce que vivent nos peuples. C'est pourquoi des présidents sont tués, des révoltes déclenchées à distance, des terroristes armés avec des caisses parachutées sous silence. À l'extérieur, des foules s'étaient rassemblées spontanément, écoutant en direct sur les radios. Le nom d'Ibrahim Traoré résonnait dans toutes les ruelles de Ouagadougou, comme un écho de colère et de fierté mêlée. À Bamako, Conakry, Niamey, la population suivait en direct sur les chaînes alternatives. Twitter explosa sous le hashtag complote contre l'Afrique. Des journalistes panafricains relayèrent les preuves une à une. À Paris, les ministères restèrent silencieux. À Washington, la Maison-Blanche nia toute implication directe, mais l'ambassadeur au Burkina fut rappelé en urgence. Dans les coulisses, les membres de l'initiative ouest-africaine de libération se réunirent de nouveau. Cette fois, virtuellement, à travers un canal crypté développé par des ingénieurs burkinabais et algériens. La voix de Traoré y était calme mais ferme. Maintenant qu'ils savent que nous savons, ils vont frapper. Pas avec des armes, du moins pas tout de suite. Mais avec des campagnes de désinformation, des sanctions, peut-être même des cyberattaques. Mais nous devons rester unis. La vérité est notre seule protection. À peine quelques jours plus tard, les représailles commencèrent. Plusieurs banques occidentales suspendirent des opérations au Burkina. Des sites web gouvernementaux furent ciblés par des attaques numériques sophistiquées. Certains médias internationaux accusèrent Traoré d'avoir mis en scène les révélations. Mais les preuves étaient trop nombreuses, trop solides. Et surtout, le peuple y croyait. C'était là la véritable force de Traoré. Son peuple tenait, résistait. Puis, contre toute attente, l'Algérie publia un communiqué historique. L'Algérie exprime son soutien total à toute initiative visant à préserver la souveraineté réelle des États africains face aux ingérences étrangères. Le même jour, l'ambassadeur de Russie à Ouagadougou annonça une intensification de la coopération sécuritaire avec le Burkina.
La Chine, quant à elle, resta muette, mais des signaux discrets indiquaient qu'elle observait de près la situation. Mais l'événement qui scella définitivement ce tournant historique se produisit 3 semaines plus tard. Une vidéo fuitée sur un canal panafricain montra le colonel Maurice, visiblement toujours captif mais vivant, déclarer face caméra. « Si je parle, c'est parce que j'ai compris que ce que nous faisons en Afrique n'est pas pour la sécurité du monde. C'est pour la domination d'un système qui ne tolère aucun pays libre. J'étais un outil. Et je demande pardon au peuple que j'ai trahi, consciemment ou non. » Ce message devint viral. Partagé par des millions d'Africains. Utilisé dans des écoles, des universités. Gravé sur des murs en graffiti. Dans les rues, les jeunes criaient « Nous sommes le continent de la vérité ». Des statues furent érigées, non pas en l'honneur de Traoré, mais en hommage à cette génération debout, qui refusait de plier. À Ouaga, une fresque géante montrait un point noir brisant des chaînes, avec cette inscription. Ils nous ont espionnés, infiltrés, divisés, mais jamais soumis. Dans son bureau, Traoré reçut une lettre manuscrite du Mali, écrite par une vieille mère de soldat. Elle disait « Mon fils est tombé pour la liberté. Mais aujourd'hui, je sais que son sacrifice avait un sens. Continuez, capitaine. Vous n'êtes pas seul. » Traoré laissa tomber sa tête un instant. Le combat n'était pas terminé. Mais désormais, l'Afrique savait. Et une vérité partagée peut devenir une révolution.